jour, nous nous approchons d'une date importante du calendrier chassidique, le 12 Tammuz, date de la libération du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, des prisons soviétiques en 1927. Donc le rabbi a été emprisonné le 15 Sivan et il a été libéré le 12 Tammuz, ce qui veut dire que c'était pratiquement un mois d'emprisonnement, un mois qui a été accompagné de douleurs intenses, puisque à plusieurs reprises le rabbi a été frappé, le rabbi a reçu des coups desquels il a souffert pendant tout le reste de sa vie. Et donc à l'issue de cet emprisonnement, le rabbi a quitté l'Union soviétique. Il a été en Lettonie, qui à l'époque était encore un pays indépendant de l'URSS. Et puis ensuite, il a passé quelque temps en Pologne. Il a effectué une visite en Eretz Israël en 1929, une première visite aux États-Unis, jusqu'à ce que, en 1940, le rabbi est arrivé de façon définitive aux États-Unis et il s'y est installé pour les 10 dernières années qu'il a vécues dans ce monde matériel. Pour nous, le 12 Tammuz n'est pas uniquement une date historique, c'est aussi un fait actuel, puisque le rabbi a dit lui-même, le rabbi précédent a dit lui-même qu'en quittant l'URSS, il avait détruit le régime communiste. Et on voit qu'effectivement, quelques dizaines d'années ont été nécessaires pour que les propos du rabbi se réalisent. Mais on a tous assisté dans notre génération à l'effondrement d'une superpuissance, la seule superpuissance dans le monde qui pouvait se comparer aux États-Unis, qui est une superpuissance que nul n'imaginait qu'elle puisse disparaître du jour au lendemain. Et donc on voit comment la prophétie, ces propos prémonitoires du rabbi précédent se sont pleinement réalisés. Et d'ailleurs, à ce propos, on voit que celui qui a été l'instrument de la réalisation de la prophétie du rabbi précédent, le Gorbatchev, qui a mis fin au régime communiste en URSS, on voit que lui-même, dans notre génération, on voit que il a été reçu une fois en Israël par le professeur Branover, professeur qui est lui-même d'origine russe. Et donc le professeur Branover lui a raconté que un jour, il s'est trouvé dans le bureau du rabbi et c'était juste au moment où Gorbatchev est monté au pouvoir. Et donc, à l'époque, Gorbatchev était présenté comme appartenant à l'aile la plus dure du Parti communiste, quelqu'un qui avait été le chef du KGB. Et donc, le Times, par exemple, un des grands magazines, faisait sa couverture sur Gorbatchev en disant après sa montée au pouvoir, on peut s'attendre à un durcissement considérable du régime soviétique. Et donc juste à ce moment-là, le rabbi reçoit le professeur Branover et lui dit très bientôt, les Juifs de Russie vont quitter ce pays en masse. Et à ce moment-là, ils viendront en Eretz Israël, et donc il faut préparer les choses. Il faut qu'il y ait en Israël
un quartier, des maisons qui soient aménagées pour pouvoir les accueillir. Il faut qu'il y ait des entreprises qui soient créées pour pouvoir leur fournir des emplois. Et donc le professeur Branover s'est dit, mais si je diffuse les propos du rabbi, je vais me couvrir de ridicule. Le Gorbatchev est présenté par les médias, est présenté par le monde entier comme étant quelqu'un qui appartient à la tendance dure du Parti communiste. Et donc, a priori, la reclusion des Juifs en URSS devrait être durcie. Et le rabbi nous dit que, bien au contraire, le rideau de fer va tomber et les Juifs vont quitter ce pays. Et le professeur Branover se demande qui va me croire. Comment est-ce que je vais pouvoir mobiliser des crédits pour pouvoir créer les entreprises et faire construire les maisons à la demande du rabbi, alors que tous les indices montrent le contraire. Et donc on voit qu'effectivement, peu après cela, il y a eu la perestroïka et la libéralisation de la Russie, contre toute attente. Et donc, lorsque, après cela, le Gorbatchev est arrivé en visite en Israël et que le professeur Branover l'a rencontré, il lui a dit, vous savez, au moment où tous les médias annonçaient que vous alliez avoir une politique très dure, le rabbi, lui, savait déjà que vous aviez l'intention de libéraliser, de faire la perestroïka, à l'encontre de tout ce que disaient les médias à l'époque. Et Gorbatchev lui a répondu, mais moi-même à l'époque, j'avais pas du tout l'intention de libéraliser. Donc on voit comment cette prophétie qui a été initiée par le rabbi précédent, introduite par le rabbi précédent, a été ensuite reprise à son compte par le rabbi qui a su de cette façon créer toutes les structures nécessaires pour pouvoir intégrer les Juifs de Russie quand ils sont arrivés en Israël. Donc on voit à quel point les conséquences de ce Yud-Bet Tammuz, de ce 12 Tammuz, sont des conséquences tout à fait actuelles qui touchent notre vie telle qu'elle est, telle que le monde nous apparaît à l'heure actuelle. Et donc on voit que lorsque le rabbi a parlé en public à différentes occasions, notamment pendant des parades de l'Akba Omer, alors on voit que il est arrivé plus d'une fois que le rabbi prononce des sikhot en russe. Et donc, de toute évidence, ces sikhot étaient destinés à la Russie, non seulement aux Juifs de Russie, mais aussi aux non-Juifs. C'est pour ça qu'elles étaient exprimées dans leur langue, de façon à ce qu'ils puissent eux aussi la comprendre. Et on voit que dans toutes les sikhot que le rabbi a prononcées en russe, une idée revient systématiquement. Le rabbi dit à chaque fois, la constitution soviétique reconnaît la liberté du culte. Et donc, un juif qui pratique la Torah et les mitzvot en Russie ne transgresse pas la loi, ne commet pas une faute, et en conséquence, on doit lui donner tous les moyens nécessaires pour qu'il puisse avoir une vie juive en Russie. Et donc, nous voyons de nos jours comment la vie juive en Russie est florissante, comment des institutions juives ont été créées jusque dans les coins les plus reculés de la Russie. On voit comment des surveillances rabbiniques sont faites en Russie. Il n'est pas exclu que ces surveillances rabbiniques parviennent en Europe et que, contre toute attente,
c'est grâce à la Russie, grâce à la situation en Russie, qu'on pourra maintenir le niveau de la cacheroute également en Europe. Et donc il faut voir dans tout ce qui se passe dans ces événements la conséquence directe du Yud Bet Tammuz, même si tout ça n'est pas apparu à l'évidence. On voit que par exemple la Gemara nous dit à propos de la fête de Hanouka, on nous dit que lorsqu'il y a eu une victoire militaire, alors les Shana Acheret Kavum, les sages ont fixé le rituel de la fête de Hanouka l'année suivante. On aurait pu imaginer que c'est au moment même de la victoire militaire qu'il aurait fallu la célébrer. Nos sages ont préféré prendre du recul et attendre de voir de quelle manière l'évolution qui a été obtenue de cette façon-là a été réellement intégrée au quotidien. Et c'est à ce moment-là seulement qu'ils ont décidé de faire de Hanouka une fête que nous célébrons encore maintenant. De la même façon, de nos jours, nous cueillons les fruits de Yud Bet Tammuz, du 12 Tammuz, et c'est grâce à ces fruits qu'on a la possibilité de diffuser plus largement les valeurs juives dans le monde et de cette façon de préparer plus activement la venue du Mashiach.